Bonjour et bienvenue sur Radio France Internationale et sur France 24. Nous sommes à Dakar, au Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, et notre invitée est la ministre française des Armées, Florence Parly. Avec moi pour cette interview, Franck Alexandre de RFI. Bonjour Florence Parly. Bonjour. Madame la ministre, il y a une dizaine de jours, un convoi logistique militaire français a été pris pour cible 2 fois. Au Burkina Faso, tout d'abord, à Kaya, puis au Niger, à Terra. Est-ce que le samedi 27 novembre, on est passé tout près de la catastrophe? Alors ce convoi, c'est un des nombreux convois qui permettent d'acheminer ce dont les forces françaises ont besoin, en particulier à Gao, en particulier des vivres et beaucoup d'autres choses. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel. En revanche, il est vrai que celui-ci a été pris à partie à 2 reprises, au Burkina Faso d'abord, puis il a pu repartir. Et une deuxième difficulté s'est présentée juste après le franchissement de la frontière au Niger. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a eu des violences, que manifestement il y a eu aussi des actions de désinformation sur les réseaux sociaux. Bref, les autorités, tout d'abord, les conducteurs civils et les militaires ont été vigoureusement pris à partie par les manifestants, et les autorités nigériennes nous ont dit qu'il y avait eu des victimes, des blessés, des morts. Donc nous travaillons très étroitement avec les autorités nigériennes pour établir les faits. Nous coopérons activement, et puis nous travaillons aussi pour que de tels problèmes et de tels drames ne se reproduisent pas. Parce que vous avez été pris au dépourvu, il faut le dire, totalement. C'est une situation que nous n'avions jamais rencontrée jusqu'à présent, et auquel d'ailleurs les autorités, aussi bien burkinabées que nigériennes, n'avaient pas été confrontées. Donc il faut en tenir compte, et il faut aussi s'interroger sur les raisons pour lesquelles de telles manifestations, une telle violence a déferlé à l'occasion du passage de ce convoi. Et je crois aussi qu'il faut prêter attention au développement de ces actions immatérielles, c'est-à-dire cette lutte informationnelle qui se déploie sur les théâtres d'opération, au-delà de l'action qui s'y déploie sur le terrain, c'est-à-dire cette volonté de faire croire qu'il y a non pas un sentiment anti-français, parce que c'est un terme très vague qui ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il y a un discours anti-français qui se développe, mais ce discours, il est le résultat d'une forme de guerre informationnelle qui se passe dans un milieu qui est tout à fait immatériel. Il ne s'agit pas du milieu habituel dans lequel les combats ou les militaires sont habitués, l'air, la terre, la mer. C'est vraiment un nouveau champ de conflictualité. Et donc, au cas particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu faire croire que alors, toutes sortes de thèses, bien sûr, ont fleuri, mais que notamment, si Barkhane met en route des convois de cette nature, c'est pour pouvoir livrer de l'armement aux terroristes, aux groupes terroristes. Donc, on imagine bien que si un certain nombre de gens croient à ces balivernes, alors cela peut constituer un terrain propice pour que se déploie ce discours et ce sentiment anti-français. Alors évidemment, il n'en est rien. Barkhane n'a jamais évidemment livré quoi que ce soit à des groupes terroristes, puisque Barkhane combat les groupes terroristes, et vous savez, vos spectateurs et vos auditeurs savent que Barkhane a payé le prix du sang lourdement, et que les armées sahéliennes, elles aussi, payent très lourdement à travers ce combat contre le terrorisme, le prix du sang. Donc cette désinformation, pour ne pas dire cette manipulation de l'information, c'est une des données nouvelles, si je puis dire, qui se déploient sur ce théâtre et dont nous devons tenir compte. Mais jamais, évidemment, la France n'a eu d'autre objectif que de lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs,
s'il fallait en convaincre vos auditeurs et vos téléspectateurs, nous avons au cours des derniers mois obtenu des succès considérables contre les chefs des organisations terroristes, puisque c'est d'abord cela que nous visons pour pouvoir désorganiser ces groupes terroristes qui massacrent les populations. Et nous avons non seulement pu neutraliser le numéro 1 d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'était il y a un peu plus d'un an, mais nous avons aussi neutralisé le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 3 de Daesh au Grand Sahara, qu'on appelle le IGS. Donc la France est déterminée à continuer la lutte contre le terrorisme. Ses partenaires sont déterminés et les échanges que j'ai eus aujourd'hui dans le cadre du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique en attestent. Et les Européens avec lesquels je suis en contact extrêmement régulier, en particulier ceux qui sont engagés dans la force Takuba, sont également très déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Mais revenons à Terra. Pour se dégager, les soldats français ont procédé à des tirs de sommation. Il y a eu 3 morts. Sont-ils imputables aux soldats français ? Alors en effet, il y a eu des tirs de sommation, compte tenu d'une situation extrêmement tendue que j'ai rappelée tout à l'heure, où les conducteurs des camions civils ont été violemment pris à partie avec des jets de pierre, les militaires également, donc il y a eu des tirs de sommation. Comme je vous l'ai dit, les autorités nigériennes nous ont rapporté qu'il y avait eu des blessés et des morts, et donc nous sommes à l'écoute des autorités nigériennes et nous travaillons en coopération avec elles pour établir les faits, bien sûr. À vos yeux, c'est quoi ? C'est une colère spontanée ou une violence organisée ? Et par qui ? Évidemment, on ne peut pas disserter sans aller plus loin dans l'analyse des faits, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ces manifestations ont été nourries par des actions préalables de désinformation, parce qu'encore une fois, ce convoi-là n'est pas le premier. Pour vous dire les choses, c'est le 32e, donc il n'y a aucun fait nouveau par rapport à ce qui s'est produit au cours des mois ou des semaines précédentes. Donc c'est bien une instrumentalisation qui a été faite de ce convoi dans un contexte qui est celui du Sahel, dont on sait qu'il est difficile. Il est difficile parce qu'il y a de l'instabilité politique dans un certain nombre de pays, et puis il est difficile parce qu'il y a une instabilité et même une menace sécuritaire très importante et qui place les populations sahéliennes dans une situation intenable, puisqu'elles sont en quelque sorte les premières victimes de la lutte, elles sont les premières victimes des actions des groupes terroristes, et que, au fond, si on leur dit, comme ça semble être le cas, que tout cela c'est la faute des Français, eh bien... Et qui leur dit, Madame la Ministre ? Est-ce que c'est la Russie ? Parlons clairement. Est-ce que pour vous c'est la Russie qui est derrière cette guerre informationnelle ? Il y a un certain nombre de compétiteurs qui sont évidemment à la manœuvre, et d'ailleurs on les retrouve aussi à la manœuvre au Mali, puisque, comme vous le savez, ça fait des semaines maintenant que la rumeur selon laquelle une société de mercenaires russes qui s'appelle Wagner est susceptible de se déployer au Mali, cette rumeur circule de façon de plus en plus appuyée. Donc on voit bien que le Sahel est un théâtre dans lequel un certain nombre de compétiteurs se jouent de l'instabilité ambiante. Donc toute instabilité est une opportunité, au fond, pour ces compétiteurs. On évoquait Wagner. Sont-ils à Bamako, tout simplement ? Sont-ils arrivés ? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Donc il ne faut pas prendre ce qui est aujourd'hui une vérité pour une vérité de demain. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année, et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant,
une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Alors vous pesez avec les partenaires européens de la France sur les autorités maliennes. Que vous disent-elles, ces autorités maliennes? Nous avons un dialogue assez franc avec les autorités maliennes, surtout après les propos extrêmement musclés et inamicaux qu'a pu tenir le Premier ministre du Mali en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc nous nous en sommes expliqués, c'est déjà une bonne chose, mais pour autant, nous devons continuer à expliquer sans cesse les conséquences que pourrait avoir, d'une part, l'arrivée de Wagner au Mali et d'autre part, la non-tenue des élections, parce qu'il ne faut pas être naïf là non plus. L'arrivée potentielle de Wagner au Mali n'est pas complètement étrangère au fait que les autorités maliennes ne souhaitent pas rendre le pouvoir et amorcer la transition démocratique à laquelle pourtant elles s'étaient engagées. Et elles s'y sont engagées vis-à-vis de la communauté internationale et des États africains eux-mêmes. Alors, vous avez fixé une ligne rouge, hein. Pas de Russes, soldats ou mercenaires aux côtés de l'armée malienne, là où l'armée française opère. Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali ? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali ? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon œil. Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non ? Mais nous aviserons le moment venu. Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, eh bien, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO, d'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner. Que disent les partenaires européens qui contribuent à la force Takuba? Seraient-ils prêts à rester au Mali si jamais la Wagner était présente ou renonceraient-ils à contribuer à Takuba? Nos partenaires sont extrêmement déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme et nos partenaires sont tout à fait lucides sur la manœuvre qui est amorcée, qui consiste à essayer de chasser en quelque sorte la communauté internationale qui est fortement engagée, de plus en plus engagée au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Donc je ne peux pas m'exprimer au nom des partenaires internationaux, c'est à eux évidemment de définir leur position si, encore une fois, cette menace se matérialisait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien nos partenaires européens que nos partenaires sahéliens sont déterminés. Florence Parly, nous vous remercions. Merci beaucoup.